Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En quête de stars, sur Fréquence Évasion, les invités se racontent, s'expriment en toute liberté. Stars d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Philippe Labro qui a écrit un livre sur la dépression, Tomber 7 fois et se relever 8, paru aux éditions Albin Michel. Philippe Labro, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Labro, on ne vous présente plus, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez été à la direction d'RTL pendant de nombreuses années, vous présentez une émission sur France 3, Ombre et Lumière. Vous avez donc, au cours de la prise de direction de RTL, fait une dépression. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous êtes rendu compte que vous faisiez une dépression et quels ont été les symptômes à ce moment-là? Les symptômes, ils sont évidents. Hein. C'est la perte de sommeil, les angoisses la nuit, la poitrine en sueur, le manque d'énergie, la perte du désir, la perte de la faim, de la soif, l'envie de faire l'amour, la perte de l'énergie totale, incapacité de vraiment travailler, et en gros tout ça parallèle avec une perte d'estime de soi, quoi. Ce sont des symptômes très précis et qui d'ailleurs se retrouvent chez la plupart des dépressifs. Alors dans votre livre, vous insistez sur un point, la culpabilisation dans une maladie dont on n'est pour rien. Non, je sais bien, on est pour rien, mais néanmoins subir et se voir vivre et devenir cette espèce de loques, de choses informes et incapables de décider et d'agir et d'aimer, vous fait honte. On a honte de sa honte, à la limite, vous voyez. Et donc oui, ça culpabilise, forcément. La culpabilisation est souvent un signe de faiblesse. Alors comment vous vous êtes aperçu que la dépression s'installait en vous et comment avez-vous fait le chemin pour aller vers la guérison? Et je viens de vous le dire, je m'en suis aperçu en vivant ce que je viens de vous décrire. Quand vous subissez tout cela, vous vous rendez bien compte que ça va très mal. Donc au bout d'un moment, votre entourage s'en rend compte aussi, et puis on hésite, on ne sait pas bien où on en est, et puis finalement, on se rend compte qu'il faut faire face à ce mal, et donc il faut faire face à un praticien, un toubib, un psychiatre, un spécialiste qui va essayer de vous aider. Et on rentre peu à peu dans un long chemin de combat, parce que on ne se guérit pas très vite. En tout cas, je ne me suis pas guéri très vite. Et la seule façon d'en sortir, c'est avoir recours à, disons en gros, si j'essaie de me résumer, 4 ou 5 éléments. Le premier, c'est évidemment une aide médicale. Le deuxième, c'est tout aussi important, l'aide de l'entourage, c'est-à-dire l'amour, l'attention, l'aide, l'assistance, l'affection, pas seulement d'une femme et des enfants, mais de certains amis. Troisièmement, le travail du temps. Le temps cicatrise les choses, donc il faut savoir que ça prend du temps, mais le temps fait son œuvre de façon souterraine. Quatrièmement, sa propre capacité quand même de travailler sur soi et d'aller chercher une ressource interne qui, selon moi, existe chez chaque être humain et qui peut lui permettre, selon les circonstances et selon les endroits, les moments, d'un peu retrouver un peu de sa dignité. Donc tout ça, c'est une longue marche, très douloureuse, parce que tout ça, on l'oublie toujours, on ne le sait pas si on ne l'a pas vécu, c'est physiquement et psychiquement très douloureux. Alors page 77, vous faites référence au suicide. Comment faire face justement à cette tentation de vouloir partir à tout prix? C'est à peine eu la tentation. J'ai eu une ébauche de réflexion là-dessus. Enfin, c'était pas une réflexion, c'était une espèce de flash comme ça, parce que j'étais plus capable de faire face à la minute qui allait se surgir devant moi. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais à quoi bon vivre, autant en finir. Voilà. Mais en même temps, j'avais très vite reçu des images dans ma tête, bien sûr, dans mon inconscient, de ma femme, de mes enfants. Et quand on est un homme de responsabilité, de devoir, on n'a pas recours au suicide, même si on est désespéré. Mais le suicide est un acte de désespoir. C'est quand quelqu'un se dit, je n'ai pas d'autre issue, je n'ai plus envie de vivre, j'ai le dégoût de vivre. Bon. Donc ça m'a effleuré, ça m'a surtout permis de penser au suicide d'autres gens que j'avais pu connaître dans ma vie et qui avaient littéralement raté leur existence. Ça m'a aussi permis de me dire, tu peux quand même pas faire ça, parce que tu ne peux pas considérer complètement que, même si on le considère au moment où on le pense, qu'on est malade, que ton existence est ratée, elle l'est pas. Donc, quelque part, c'est un des tournants de ma dépression. C'est à la seconde où j'ai eu
cette ébauche de tentation plus que tentative, je n'ai jamais rien tenté physiquement. Au même moment est arrivée une réflexion sur tu vaux mieux que ça et la vie vaut mieux que ça. C'est assez compliqué dans mon cas. Il y en a d'autres qui sont des maniaco-dépressifs, ce qui n'était pas mon cas. Je n'ai eu ce qu'on appelle une dépression situationnelle, qui eux ont recours à ce geste ultime, qui est un geste capital. Alors par rapport au milieu hospitalier, pensez-vous que la dépression n'est pas tout à fait bien reconnue? Non, pas du tout, vous vous trompez, elle est tout à fait reconnue par la médecine. Non, pas du tout. Il y a des psychiatres, il y a des spécialistes de la dépression. Tout le monde sait ce que c'est qu'une dépression. C'est une maladie, elle est reconnue. C'est moi qui, dans un premier temps, ne voulais pas complètement la reconnaître. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, je l'ai reconnue, je l'ai acceptée, tout en la subissant. Mais à un moment donné de mon parcours, j'allais tellement mal, je perdais l'usage de mes mots, de la mémoire, je m'énervais, je devenais méchant, parce qu'un dépressif peut être très désagréable avec son entourage. Et donc, quelqu'un a dit à tort, c'était une erreur de diagnostic, il y a peut-être un soupçon d'Alzheimer, donc il faut vérifier. Il se pose le problème de l'hospitalisation. À quel moment doit-on hospitaliser une personne qui rentre en dépression? Écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas, il faut que vous compreniez bien une chose, je ne suis absolument pas un spécialiste de la dépression, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un praticien, je suis un écrivain. J'ai raconté mon épreuve, mon témoignage, et j'ai voulu le faire d'ailleurs comme un romancier raconte un roman, sauf qu'il est vrai. Et donc quand vous me dites quand faut-il ou pas hospitaliser, je ne sais pas. C'est pas moi qui décide ces choses-là. C'est les toubibs. Moi, j'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. J'ai passé 6 jours en hôpital parce qu'on voulait vérifier l'état de ma mémoire. Un point à la ligne. Un dépressif, selon l'état dramatique dans lequel il se trouve, si le médecin, le praticien et l'entourage décident d'une hospitalisation, ça les regarde. Mais vous pouvez pas me poser des questions sur lesquelles moi je ne suis pas habilité à répondre. Je suis pas un toubib, vous voyez. Faut bien comprendre ça. Alors dans la dépression, le rôle de la parole, de la communication a une importance vitale par rapport à son entourage, à ses amis. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots? Est-ce que vous avez vécu? Oui, je conseille et je recommande au moins ceci. Il faut parler. Il faut parler à son entourage, bien sûr, mais ici, il faut parler à quelqu'un dont c'est le métier de vous écouter et qui connaît ces choses-là, c'est-à-dire un psychiatre. Un généraliste peut-être, dans un premier temps, qui ensuite vous dirigera vers un psychiatre. Mais quand on voit arriver les symptômes que je vous ai décrits au début de notre entretien, il ne faut pas attendre. Parler, c'est capital. Capital. Alors que dire à une personne qui est en dépression et qui a tendance à se replier sur soi? Je vais dire ce que je viens de vous dire. Les mots les plus simples sont les plus vrais. Il ne faut pas tourner autour du pot, se cacher derrière son petit doigt. Écoute, tu vas très mal, va t'exprimer, va le dire, va te faire soigner. Tu ne peux pas, en ce moment en tous les cas, trouver la solution tout seul. Parle. Alors vous insistez sur un point dans votre livre, vous dites que tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde, c'est une généralité, ça c'est les slogans de la pub pour mon livre qui disent ça. Je ne le dis pas de façon aussi catégorique, je pense que chaque être humain possède en lui des ressources nécessaires pour en sortir. J'ai la conviction que l'homme n'est pas un animal et qu'il a en lui une petite flamme, une dignité, un orgueil, une fierté, un sursaut de volonté, mais que par ailleurs, s'il est aidé par un entourage qu'il aime, par des médecins qu'il soigne bien, par le temps qui cicatrise la blessure et par des circonstances que parfois on n'attend pas, qui tout d'un coup vous apportent un peu d'espoir, oui, je pense qu'on peut en sortir. En tout cas, je l'ai démontré, mais je ne suis pas le seul. Je reçois beaucoup de courriers qui me disent la même chose, qui me disent oui, ça a été très dur, ça a duré très longtemps, mais j'en suis sorti. Donc, tout le monde peut en sortir, c'est une phrase trop forte et qui a été utilisée un peu pour, disons, faire connaître mon message. Mais je l'espère que tout le monde peut en sortir, mais encore une fois, je ne peux pas être aussi catégorique, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a une hygiène de vie à respecter pour ne pas replonger? Ah oui, bien sûr. La première hygiène qui est mentale, qui est psychologique, c'est bien s'écouter, bien se connaître, et bien se comprendre, accepter la faiblesse qu'on a connue, qu'on a traversée, et si d'aventure un symptôme se représentait, le reconnaître puisque désormais on le connaît, et donc le prévenir avant de le guérir. Mais l'hygiène, c'est aussi effectivement, il faut s'occuper de son corps, il faut faire de l'exercice, il faut respirer, il faut expirer, il faut marcher, il faut humer l'air de la campagne dans la campagne, de la ville s'il n'est pas trop pollué. Mais oui, prendre la vie telle qu'elle arrive et continuer d'exercer les sens, c'est-à-dire le goût, l'odorat, l'audition, tous les sens d'un corps. Dans un précédent livre, La Traversée, vous parlez de l'expérience de NDE que vous avez vécue. Alors cette expérience, au
cours de votre dépression. Est-ce qu'elle vous a aidé à vous en sortir ? Non, pas au moment où j'étais au plus mal. Non, quand j'étais au plus mal de la dépression, parce que j'avais vécu quelques 5, 8 ans ou 10 ans auparavant dans un hôpital, là c'était pas du tout pareil. J'étais dans un coma, en réanimation avec un problème de poumon, ça n'avait rien à voir avec mon mental. Ce que j'avais vécu, les leçons que j'avais tirées ont disparu, au moins momentanément, pendant ma dépression. C'était d'ailleurs ce qui me désespérait, c'était qu'au fond, ça ne m'avait servi à rien. Du moins, je le croyais. Mais, encore une fois, si on lit mon livre, on comprend bien qu'il se lit comme un récit, c'est-à-dire il y a une suite d'événements qui peu à peu s'enchaînent. On comprend bien qu'à un moment donné, la résistance intérieure qui était la mienne a joué, peut-être aussi parce que, 10 ans auparavant, j'avais repris goût à la vie en ayant frôlé la mort. Tout se tient dans la vie. Alors vous avez décidé d'écrire ce livre pour aider les autres justement à s'en sortir, à les éclairer ? Il est vrai que si ce livre peut aider, si la douleur que je raconte et que j'ai vécue peut faire du bien à ceux qui me lisent, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, ma douleur sera justifiée. Alors à partir de ces expériences successives, notamment la dépression, qu'avez-vous appris ? Toute maladie, si on en sort et si on sait en tirer les leçons, vous apporte la certitude que la vie est belle mais qu'elle est précaire, donc il vaut mieux en profiter, que l'humour et l'amour et le rire et le sourire et la chaleur et l'affection et l'attention des autres, l'attention aux autres, c'est indispensable, qu'on n'est pas seul, qu'il y a une interconnexion entre les êtres, qu'il faut savoir relativiser et peser ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, qu'il faut faire confiance à la médecine, faire confiance au temps, que l'espoir c'est pas de la blague, il y a un espoir, il y a toujours un espoir quelque part, il y a toujours un lendemain, toutes sortes de choses qui sont autant de leçons de vie, vous voyez, autant de leçons de comportement, et que surtout il faut se connaître, il faut savoir qui on est avec ses faiblesses et avec ses forces, être clairvoyant, être lucide, la sérénité et la lucidité. Si vous avez ces deux qualités-là, vous avez fait un grand chemin dans l'existence. Philippe Labro, merci. Merci beaucoup. Tomber 7 fois, se relever 8 aux éditions Albin Michel. Fréquence Évasion.